Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours lundi 12 décembre 2022 et je vais continuer un petit peu à découvrir cet ouvrage L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Benny Lévy, les entretiens de 1980. Je vais avancer un petit peu sur cette lecture. Alors, je lis, je découvre en même temps et je commente. Voilà le processus. Euh, cette, ces lectures sont en relation avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité, notre humanité, évolue vers son ultime perfection. Voilà, d'année en année, de siècle en siècle, nous évoluons vers une ultime perfection. Cette perfection, c'est une perfection technique, mais euh, technique pour pouvoir servir, en fait, une perfection spirituelle. En fait, voilà, l'humanité se perfectionne techniquement de plus en plus. Là, nous sommes loin de la finalité de cette perfection totale, indépassable, on va dire. C'est ultime perfection. C'est comme ça que je décris l'évolution sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et évidemment, cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle, on va dire. C'est la perfection c'est une perfection, oui, disons-le, spirituelle, parce qu'en fait, c'est très compliqué de prendre de dire des termes, parce qu'en fait, on s'imagine tout un tas de choses derrière le spirituel. On pense que ça peut être religieux. C'est le religieux aide évidemment, mais c'est pas une religion qui va l'emporter, euh, qui va s'imposer en fait dans cette finalité de l'humanité. C'est le spirituel, c'est-à-dire que c'est la fusion de l'humanité dans le divin. Et cette fusion se fait à travers l'extase, à travers le nirvana, l'extase, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état sublime, cet état supérieur du corps et de l'esprit, de la conscience dans, en fusion avec le principe créateur en somme. Voilà, bon, je l'explique dans les vidéos précédentes et sur la mécanique universelle. Alors, je précise toujours cela dans les vidéos parce que j'ai remarqué pour deux choses. Parce que c'est la base de ma philosophie. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, c'est la base de ma philosophie. Et j'ai remarqué que pas mal de personnes arrivent sur ces vidéos par hasard et comme elles sont longues, rébarbatives, je m'exprime très mal, c'est pas agréable à écouter. Il y a pas mal de gens qui décrochent naturellement au bout de quelques minutes, 2-3 minutes. On peut avoir des statistiques à ce niveau-là. Et donc, voilà, je pense que l'important, c'est que cette idée puisse circuler, cette idée que l'humanité a un sens, qu'elle a une orientation et qu'on pourra la, la mettre en lumière, la comprendre. Voilà. Et tout le travail que je fais, même en ces lectures, sont destinées à mettre en lumière cela. Voilà, alors, je vais continuer mes lectures. Euh, je vais prendre ici une fin transhistorique, c'est le chapitre 7. Alors Jean-Paul Sartre. Donc c'est des dialogues. Il y a Jean-Paul Sartre et Benny Lévy. Donc Jean-Paul Sartre parle
en tout cas pour moi, la radicalité m'a toujours paru un élément essentiel de l'attitude de la gauche. Si nous repoussons la radicalité, selon moi, nous contribuons, et pas peu, à faire mourir la gauche. D'un autre côté, la radicalité, je le reconnais, conduit à une impasse. Voilà, alors, tout est dit là. Et on peut, ça a été écrit dans les années 80, enfin, voilà, ça a été pensé dans les années 80, dans l'année où peut-être un an avant, je ne sais pas, l'année où Jean-Paul Sartre est mort. Donc il avait, il, il, en fait, à mon sens, il se réconciliait avec l'idée du sens, avec le fait d'essayer de comprendre le sens de l'humanité, justement. Il l'avait cherché à travers le communisme, à travers donc la gauche radicale, en fait, c'était ça. Et, euh, et je pense qu'il a dû voir malgré tout qu'il y avait une impasse derrière la révolution, derrière l'idée de la révolution. Ça amenait pas forcément à, à la libération de l'homme, puisque dans les années 80, le communisme, l'URSS était en train de chuter. Et depuis les années 50, les compagnons de route du Parti communiste, de l'URSS, justement, se rendaient bien compte qu'il y avait un problème avec les goulags, avec le manque de liberté, avec voilà le principe de la dictature du prolétariat et toutes les et l'impossibilité vraiment de faire émerger une élite suffisamment euh, libre et créative et énergique pour pouvoir faire de cette idée, de cette idéologie, le communisme, d'en faire quelque chose de, qui pouvait rivaliser avec le libéralisme, avec le capitalisme américain, par exemple, et européen. Donc on voit bien que le manque de liberté a conduit en fait à l'échec du communisme. Le, la peur que ça engendrait, les mauvaises relations entre les êtres humains à cause de justement l'état policier, enfin voilà, tout a conduit à l'échec du Parti communiste. Et il ne pouvait pas ne pas se rendre compte de ça, Sartre. Il était très intelligent, il a compris certainement qu'il y avait cet échec. Et pourtant, là, il dit, en tout cas pour moi, la radicalité m'a toujours paru un élément essentiel de l'attitude de la gauche. Et aujourd'hui, on a ce même problème avec la radicalité de la gauche comme la radicalité de la droite, d'une certaine façon. Mais ce principe de radicalité, c'est un... Bon, c'est peut-être... euh, euh, enfin, on a le sentiment maintenant qu'on n'a plus besoin, à mon sens, de radicalité. Il y a une tentative de vouloir trouver une idéologie qui fasse consensus. C'est peut-être ce qu'a cherché le président actuel avec son mouvement, de chercher un consensus. Il ne l'a pas trouvé, tout simplement parce que euh, il n'a pas, il a pas trouvé. Ce consensus, il est valable que si on le pose sur le peuple, avec une vision essentielle du peuple, avec une vision prioritaire sur le peuple. Puisque en démocratie, le peuple est souverain. Donc, si le, le, le parti, ce parti d'Emmanuel Macron avait vu, avait eu l'intention de travailler véritablement pour le peuple et non pas pour l'oligarchie, avec une vision oligarchique, s'il avait eu l'état d'âme d'un vrai démocrate,
Alors, sans doute que cette vision centrale aurait fonctionné, le peuple aurait adhéré à cela. Mais évidemment, le peuple a vite compris que c'était qu'il avait affaire à une oligarchie, en fait, qui se mettait en place, quelque chose qui allait continuer à faire souffrir le peuple, en réalité. On est dans un système oligarchique depuis justement les années 80, depuis la chute du mur de Berlin et depuis les années 90 en somme. Et donc c'est pas possible. Mais cette voie, à mon sens, c'est celle-ci qu'il faut. euh, une idéologie qui serait centrale, euh, vraiment démocratique, totalement démocratique, viscéralement démocratique, intellectuellement démocratique, philosophiquement démocratique. C'est tout ce qui manque à Macron et à, son, à son système, à son pouvoir en somme. C'est un pouvoir bourgeois, un pouvoir oligarchique, un pouvoir, etc., aristocratique, un pouvoir. euh, voilà, c'est pas un pouvoir qui a la vision du peuple. Et c'est ça l'échec. Donc il y a une voie, à mon sens, et c'est ce que dans une des vidéos précédentes, je pense que c'était la dernière vidéo consacrée à Jean-Paul Sartre, j'ai essayé de penser une voie politique, une nouvelle voie politique, et qui pourrait justement être centrale et démocratique. Et à mon sens, ça pourrait être une sorte de symbiotisme. Voilà, une voie, une idéologie symbiotique, qui pourrait prendre le meilleur de chaque idéologie, de chaque pensée spirituelle, etc. Vraiment englober toutes ces visions du monde, le meilleur de tout cela, avec une vision vraiment pour le peuple humain, pour le peuple de l'humanité. Même si on travaille à partir du peuple national, parce que les élections sont nationales, mais en exprimant bien l'idée que on fait du bien au peuple de France, voilà, chaque pays aurait une sorte d'idéologie. Cette idéologie serait adaptable à chaque nation en réalité. Mais bon, voilà, prenons le cas de la nation française. Cette idéologie, ce symbiotisme, voilà, ce parti symbiotique penserait pour le peuple évidemment français, mais avec une visée euh, universelle, avec la visée du peuple universel. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la façon dont nos présidents se parlent. En fait, voilà, ils ont un regard sur le monde, sur comment on peut aider tel ou tel pays quand il y a une catastrophe, etc. Il y a cette solidarité qui est là dans certains moments. On sent qu'il y a cette vision universelle au fond, mais elle est pas, elle est maladroite d'abord parce qu'elle est injuste. Elle va plutôt privilégier telle personne, tel groupe humain, tel pays. Elle va défendre des causes contre les autres, alors qu'il s'agirait d'être vraiment, comment on pourrait dire, d'être juste d'abord, totalement juste. On a connu des chefs d'État qui étaient à peu près justes, qui avaient une vision beaucoup plus juste que maintenant, en tout cas. Maintenant, on est partisan, voilà, et ce côté partisan, ça décrédibilise leur côté universel, en fait, de vouloir de protéger telle nation, de deux pays qui se font la guerre, ou voilà, on va les privilégier pour des intérêts, etc. Et tout ça, c'est c'est- c'est mal perçu par le peuple. On peut pas, il n'a pas envie de voter pour ce genre d'injustice, en somme. Bon, je continue. Donc, si nous repoussons la radicalité, selon moi, nous contribuons et pas peu à faire mourir la gauche. D'un autre côté, la radicalité, je le reconnais, conduit à une impasse.
il a compris déjà à cette époque-là que la radicalité était une impasse. Alors évidemment, dans les années 20, 30, 40, la radicalité pouvait ne pas sembler être une impasse. Quand on s'engageait dans le Parti communiste dans les années 40 ou 30, ou, voilà, on pouvait penser que c'était la bonne option, que c'était que le communisme allait libérer les hommes, allait libérer l'humanité, allait réussir en fait à appliquer sa philosophie en réalité. Et la philosophie, il n'a pas pu l'appliquer, au moins pas dans sa totalité et pas de la meilleure façon sur certains plans. Certains plans étaient bons, justes et ont été bien développés, la fraternité entre les peuples, des choses comme ça. Ça a été bien fait. Mais par contre, euh, voilà, il y a eu des erreurs. Alors, et donc, plus tard, ça a été une impasse. Alors, au départ, ça pouvait ne pas l'être, mais dans les années 80, et même à partir du moment où on s'est rendu compte, où les, les compagnons de route du Parti communiste, du communisme, à partir du moment où ils se sont rendus compte des excès en URSS, en Chine, etc., de ce qui était de la criminalisation, de la criminalité de, du Parti communiste, à partir de là, ben, effectivement, il se devait de comprendre que c'était une impasse. Et ça a été justement ce qui, je pense que Raymond Aron ou Camus ont compris ça, l'ont compris directement. Sartre a voulu insister et ça a été son erreur en somme. Non, mais elle est un peu légitime, mais il a mis du temps à revenir en arrière parce que c'était en fait ce qui s'écroulait en, en abandonnant l'idéal communiste, c'était le sens. Parce que l'idéal communiste donnait un sens. L'humanité va vers la perfection technique et sociale. Voilà, c'était ça que préconisait le communisme. Sauf que cette perfection, elle est spirituelle. Et donc le communisme, il aurait pu fonctionner si c'était adjoint non seulement la liberté du libéralisme, mais aussi le spirituel. S'il n'avait pas repoussé le spirituel, il aurait pu avoir une, une finalité autre que celle qui s'est résolue. Donc je continue ma lecture. C'est-à-dire, si nous posons que telle ou telle action doit être radicale, dit Jean-Paul Sartre, doit se développer jusqu'au bout de ses conséquences sans tenir compte du fait qu'une action est toujours au milieu d'autres actions et que celles-ci sont faites naturellement pour la modifier, nous disons une sottise. Voilà, c'est ça. Si l'action doit être radicale malgré les conséquences qu'elles peuvent avoir, en étant conscient des conséquences qu'elles peuvent avoir, on ne peut pas rester dans cette radicalité. Ça a été le problème. Alors Béni Lévy reprend la parole. Nous l'avons pourtant dite, toi comme moi. Voilà, ils prennent conscience qu'ils ont été dans la radicalité, ils ont soutenu cette radicalité quand il fallait plus la soutenir, quoi. Donc c'est déjà beau, quoi. Bon, je pense que dans les années 80, un paquet avait compris que voilà que c'était plus la peine de tenir de rester sur cette vision. C'est pas pour ça qu'il fallait abandonner le côté positif des idées de cette gauche radicale. C'était légitime de les conserver. Voilà.
Alors Jean-Paul Sartre reprend. Nous l'avons dite, mais il faut reconnaître que nous nous trompions. Une action doit se faire, mais il vient un moment où il est possible que, étant donné la pression de l'extérieur des autres actions, elle ne puisse continuer dans sa direction qu'en se modifiant un peu, c'est-à-dire en acceptant le concours d'autres personnes, d'autres actes qui ne sont pas originellement de la même venue qu'elle. Voilà. En fait, le communisme, là, aurait dû accepter de ceux qui voulaient vraiment le réformer, ceux qui voulaient de, le en contester et le juger déjà, juger les actions négatives, etc. Et en fait, c'était peut-être ce que voulait faire justement l'URSS de cette époque-là, les Gorbatchev, etc. Ils voulaient sans doute préserver les valeurs du communisme et amener un libéralisme au milieu de cela. Est-ce que ça aurait pu fonctionner? Possiblement. Mais en tout cas, le capitalisme ne lui en a pas laissé l'opportunité. Il l'a exigé et il a poussé à ce qu'il passe dans un libéralisme débridé. Euh, et ça a été les années Helsinki, avec tous les pillages qui ont été réalisés et les abus qui ont été faits sur la Russie, par exemple, et qui ont conduit finalement à, à appeler un Poutine au pouvoir, quoi. Parce que c'était, il est, la Russie était devenue ultra vulnérable. Elle n'avait pas les moyens de se défendre face à la prédation du capitalisme. Et donc, voilà. Donc, je continue. Autrement dit, des compromis. Alors la radicalité, nous dirons, si tu veux, que ce n'est pas tellement la fin poursuivie que l'intention de poursuivre cette fin. Évidemment, poursuivre cette fin, c'est autre chose, mais hors l'URSS, quoi, hors l'idée de la dictature du prolétariat, hors l'idée de la révolution communiste, voilà, hors cette idée-là. Mais la fin, c'est-à-dire l'idée que l'humanité va vers son ultime perfection, pouvait être reprise par lui, mais de façon en sortant de cette idéologie qui était mortifère en fait. L'intention de poursuivre cette fin, qui est une fin qui était voilà la fin de l'oppression, du fait que les ouvriers, les pauvres étaient maltraités, le fait que la compétition maltraitait les êtres humains, qu'il était nécessaire de faire un État-providence mondial pour que les hommes ne soient plus dans cet état de précarité partout dans le monde, quoi. Et on aurait les moyens. En fait, c'est ça qui s'imposera, qui va s'imposer, mais sur lequel on doit travailler. L'humanité doit travailler pour le salaire universel, pour le respect universel de chaque être humain, pour etc. Pour la fin des castes dans les pays, pour la fin de l'abus, pour la fin de... Voilà, c'est légitime. Donc l'intention de poursuivre cette fin, c'est l'intention, comme aurait dit la morale kantienne, qui est première, c'est l'intention qui doit être radicale. Et bien sûr que c'est l'intention en réalité. Et l'intention ne doit pas appartenir à un clan, à un groupe, à une idéologie. Elle doit être une idéologie universaliste. C'est ça, c'est ce dont je parlais au début. Mais ça n'implique pas que dans le chemin ensuite poursuivi pour aller vers la réalisation de la fin que nous avons intentionnellement voulu radicale et radicalement, ça n'implique pas que nous ne puissions être amenés à faire usage d'autres moyens que ceux que nous avions d'abord conçus.
et que par conséquent, l'action arrive à sa fin en différant un peu de ce qu'elle était au départ. Voilà, c'est-à-dire sortir de la radicalité, en fait. Que, que le, voilà. Alors, Béni Lévy reprend. Résumons-nous. Qu'entendions-nous par radicalité? Point d'interrogation. Il s'agissait, partant d'un point chaud, de diffuser cette chaleur sur toute la surface sociale et, je rajoute moi, universelle, parce que c'était ça le but. S'il y a des tièdes, tant pis pour eux, les modérantistes à la guillotine. Nous disons, aujourd'hui, il y a un secteur chaud et il y a un secteur froid. Il ne s'agit pas à tout prix, c'est-à-dire en fait, au prix d'une perversion, de faire que le chaud pénètre le froid. Il s'agit au contraire d'articuler le secteur chaud et le secteur froid. Voilà, on peut dire, symboliquement, il parle comme ça, mais ça pouvait être le communisme qui devait pénétrer le libéralisme, prendre sa place en somme. Voilà, le réchauffer et le rendre communiste. C'était ça l'idée qui était poursuivie. Et en fait, c'est l'association qui peut fonctionner. Donc, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut aussi que l'autre puisse nous aimer. Il fallait aussi que le capitalisme américain puisse aimer le communisme pour dire bon ben on va partager le meilleur de nous et faire quelque chose de central sans qu'aucun des deux tire la couverture à soi, etc. Il y a la peur de l'être humain, c'est très très compliqué encore parce que l'être humain est encore avec ses peurs, avec ses désirs de domination, etc. C'est pour ça que ça va être compliqué de mettre en place un système universel. Mais on y va. Peut-être il faudra encore 40, 50, 100 ans, 200 ans, peu importe. Mais on arrivera à cela. C'est ce que dit la mécanique universelle. Alors, elle est un peu pressée, la mécanique universelle, malheureusement, parce que comme tout être humain, on voudrait voir les prémices de cette avancée, etc. Mais ça, il faut sortir de ce rêve-là, voilà. Il faut que j'en sorte, en fait, je parle pour moi, là. D'autre part, tu dis, reprend Béni Lévy, d'autre part, tu dis, et j'en conviens, la radicalité, le foyer du secteur chaud, est dans l'intention qui a animé la formation de ce secteur. Nous conviendrons aussi, en première approximation, que cette intention désigne la fraternité. Voilà, on arrive à ces mots. Je les découvre, hein, le texte, là. Je ne l'ai pas lu avant. Voilà, mais là, la fraternité est posée comme idée. Et c'est évidemment ça. Alors, ça, c'était la proposition du Parti communiste, de l'URSS. Évidemment, c'était la fraternité. Et évidemment, la fraternité, c'est la finalité de l'humanité. On va vers la fraternité. Mais pour aller vers cette fraternité, il ne faut pas perdre de vue l'égalité, la liberté, je veux dire, que propose le capitalisme, et le capitalisme propose la liberté sans la fraternité. La fraternité, c'est pas vraiment son chemin. Il y va parce qu'il faut le faire, mais il préfère abuser, hein, le capitalisme. Il préfère dominer l'autre. Il ne cherche pas à fraterniser avec ceux qu'il va piller en Afrique ou ailleurs. Il ne cherche pas à fraterniser avec les Chinois actuellement. Il cherche à les anéantir. Il ne cherche pas à fraterniser avec les Russes. Il cherche à les anéantir. Donc on est dans ce mécanisme-là. Le capitalisme n'a pas de fraternité fondamentale. Il est voilà, il est America First, il est occidentalocentrique, il est dans cette, euh, dans cette vision. Occidentalocentrique, c'est moi qui ai imaginé ce terme. Tiens, j'en profite pour le dire. Il y a des années déjà. Voilà, et j'ai commencé à le répandre un peu
sur Twitter, je pense que ça a commencé comme ça. Mais enfin, je l'avais mis sur la mécanique universelle. Voilà. Et bon, c'est juste, ça sert à rien que je dise ça, mais je le dis quand même. Nous conviendrons aussi en première approximation que cette intention désigne la fraternité. Donc oui, effectivement, c'est une des valeurs fondamentales qu'il faudra aller repiocher du communisme, avec l'idée d'égalité, etc. Mais on se rend compte que l'humanité, pour l'instant, ne peut pas se fixer sur la fraternité. C'est la liberté qui trace le chemin. L'homme a plus besoin de liberté. La liberté capitaliste, malheureusement, c'est celle-ci qui nous est proposée, mais c'est celle-ci c'est pas pour rien qu'elle domine. Si elle domine et si l'humanité cherche avant tout celle-là, c'est parce que c'est celle-ci qui lui est le plus cher. Voilà. Et donc, même si là actuellement le libéralisme est en train de s'écrouler un petit peu, la liberté va rester. Donc, parce que c'est le fondement, c'est la valeur suprême actuelle de l'humanité. Et donc on doit accepter ça. C'est pas l'égalité qui est la valeur suprême, puisque le communisme a chuté et le capitalisme a gagné. Dans le combat entre capitalisme et communisme, c'est le capitalisme qui a gagné. Donc c'est la liberté symboliquement qui a gagné, en somme. Autrement dit, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abandonner l'idée d'une connexion nécessaire entre la fraternité et la terreur. Pour revenir à la liberté et au fait que le capitalisme, l'Occident n'a pas de fraternité, même si c'est sur son fronton, eh ben c'est simple, c'est que dans tous les pays où ils dominent les chefs d'État, dans les pays africains, etc., où l'Occident est en domination, il s'en fout de la fraternité en réalité. Il s'en fout même de la liberté des gens. Si un pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou d'Arabie Saoudite ou ailleurs ne donne pas de liberté, n'accorde pas de liberté à son peuple, il s'en fiche complètement, l'Occident. En fait, on se rend bien compte que c'est qu'il n'est pas fraternel en réalité. Il n'aide pas. Si pour ses intérêts, il doit garder un chef d'État qui opprime son peuple, ben ça marche comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça veut bien dire que l'Occident n'est pas à la hauteur de la fraternité dont il parle, en réalité. Et c'était par contre, la fraternité, c'était clairement établi dans le monde communiste. Cette fraternité, par contre, elle fonctionnait le maximum, au maximum, quoi, dans, dans ce truc. Voilà, si la liberté ne fonctionnait pas, la fraternité fonctionnait par contre. Autrement dit, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abandonner l'idée d'une connexion nécessaire entre la fraternité et la terreur. Et évidemment, cette connexion qui était comme ça, voilà, la fraternité, le Parti communiste, l'URSS a porté la fraternité et la terreur. Et cette connexion-là, il fallait à tout prix l'arracher. Et là, les penseurs comme Sartre avaient une responsabilité. Ils auraient pu taper du poing et dire voilà, se solidariser sur tous les penseurs qui versaient dans le communisme dans les années 50, en Italie, en France, ailleurs, dans toute l'Europe, se solidariser et puis aller en URSS et dire stop, voilà la terreur, il faut que vous sortiez de la terreur, sinon on ne soutiendra plus jamais cette cause. Voilà. C'est ça qui a été... En fait, ça n'a pas été des bons compagnons de route. C'est ça l'idée. Parce qu'un vrai compagnon, quand il a un ami, il lui dit, là tu exagères, là tu dois pas opprimer ton peuple ou l'autre peuple ou te comporter comme ça.
Ce que tu fais, c'est préjudiciable. Tu vas tomber. Si tu continues comme ça, tu vas chuter. Et ça, c'est valable aujourd'hui encore pour ceux qui soutiennent des systèmes injustes. C'est pas des bons copains, parce que c'est le meilleur moyen de tomber. Et le communisme est tombé parce que il a fait régner la terreur autour de lui. Il s'est mal comporté avec autrui et aux yeux de tout le monde. Donc, le jour où il a eu une baisse de régime, un peu où l'autre dominant était plus fort, euh, il l'a, il l'a, il l'a renversé en somme. Donc, je continue. Ce qui, bien sûr, ne signifie pas qu'il n'y ait pas de phénomène de fraternité-terreur. Ah, qu'est-ce que c'est cette fraternité-terreur? Je ne sais pas. Je continue. Je le suppose, dit Jean-Paul Sartre. Encore qu'il faille un jour revenir quand nous aurons bien défini la fraternité sans terreur sur la fraternité-terreur. Voilà, il a compris qu'il fallait réfléchir à ça là. C'était tard, hein, c'était trop tard malheureusement. Mais ils ont compris qu'il fallait sortir de ce mécanisme-là. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Bon, je suis assez content, ça a été assez limpide pour une fois. Voilà, et vous étiez dans une piste d'envol sur l'Aubier et hop, en passant sur la tête de Hegel et la phénoménologie pour aller bon, en face, c'est pas l'air, hein, c'est le mur, donc ça va pas. Allez, bonne soirée, puis à très bientôt, les amis. N'hésitez pas à mettre des avis, des choses, etc. Tout ce qui peut permettre à cette philosophie de s'ouvrir à plus de conscience. À bientôt, merci.